Merci mes collègues. Merci Madame la Présidente. Je voudrais parler en français et après ça en anglais. En tant que sénatrice du Manitoba, je reconnais que je vis sur le territoire du traité 1, le territoire traditionnel des Cris, des Anishinabek, des Ojibwe, des Dakota et des Néné, et la patrie de la nation métisse de la Rouge-Rivière. Je tiens à souligner que le Parlement du Canada est situé sur un territoire algonquin, Anishinaabe, non cédé et non restitué. Chers collègues, lundi, nous avons accueilli dans cette salle le 31e gouverneur général du Canada, Son Excellence Louise Arbour, et avons été inspirés par notre poète officiel, originaire du Manitoba, Jim Wenway Undi. Plus facile à enseigner qu'à répandre, cette idée nous pousse à parler pour se réduire au silence, à écouter pour comprendre certains seulement que notre sort tient du hasard et non du mérite. Une dette acquittée par une monnaie brève et inégale, une vie passée à donner à ce lieu un sang que nous sommes fiers de porter. This way, easier to teach than travel. Cette voie, plus facile à enseigner qu'à parcourir, nous invite à parler pour donner voix aux silencieux, à écouter d'abord pour comprendre. Certains seulement que notre bonne fortune est le fruit du hasard et non une récompense. Une dette réglée par un tendre geste bref et irrégulier. Une vie passée à donner à cet endroit un sens que nous sommes fiers de représenter. Anecdote, le sénateur Cardozo en a déjà parlé. J'ai fait partie de la première cohorte des étudiants de Louise Arbour à Osgoode Hall. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'elle était la deuxième femme professeure à l'époque, au début des années 70. C'était dans son premier poste où elle s'exprimait en anglais et d'une brillance incontestable, même lorsqu'elle n'était pas à l'aise avec la langue. Et ça, c'était il y a très longtemps. J'ai été membre fondatrice du Women's Caucus de ces étudiants, le caucus des femmes, qui a été créé en réaction au sexisme flagrant qui prenait de l'ampleur, car le nombre d'étudiantes en droit était passé de moins de 10 % à plus de 30 % en l'espace d'un été. Et franchement, le patriarcat était en état de choc. Telles sont les aventures qui nous forgent. Et nous voici dans un autre bastion du patriarcat, où, comme nous l'a rappelé hier la sénatrice Dasco dans son excellent discours d'adieu, 55 % des sénateurs sont désormais des femmes. Une réussite dont je doute qu'elle dure, mais je suis reconnaissante que la décennie que j'ai passée ici a été celle-ci. J'ai quelques remarques à partager sur ce lieu unique et sa culture institutionnelle. Permettez-moi de commencer par exprimer une sincère gratitude mêlée d'une affectation qui n'est pas venue du jour au lendemain. Quelle institution complexe et aux multiples facettes il s'agit, créée et protégée par la Constitution du Canada en 1867. Avec une structure décisionnelle largement inchangée jusqu'à aujourd'hui, et pourtant illustrée de manière positive par tant de personnes présentes ici aujourd'hui. Parlementaires, anciens collègues, étudiants, stagiaires, membres du personnel, amis et chers membres de ma famille qui m'ont encouragé à rejoindre cette institution et m'ont soutenu lors de nombreux moments où je me suis demandé si je devais rester. Je tiens cette plume d'aigle que m'a offerte une matriarche du Manitoba, Leslie Spillett, qui me l'a remise juste avant ma
ma cérémonie d'assermentation, à côté de mon parrain, le grand Murray Sinclair, et elle m'a dit « Garde-la avec toi. Tu vas en avoir besoin. » Rejoignez-moi dans ce voyage de gratitude pour revenir sur le chemin qui m'a mené ici. Avant de remonter à 2015, lorsque mes enfants, adultes sages et forts, John et David ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'il habite à Bangkok, ainsi que notre amie de famille, Dr. Susan Basili, m'ont convaincu de postuler. Après que David ait pris le thé avec l'inimitable sénatrice de l'époque, Nancy Ruth, qui, avec la sénatrice Janice Johnson, m'avait encouragée à postuler. Je dois exprimer ma gratitude à mes chers amis et guides, à commencer par le duo dynamique composé de notre cher et disparu Stephen Lewis, je peux pleurer et parler en même temps. And ever activist Michelle. Et de la militante inépuisable Michelle Landsberg, qui, lorsque je leur ai demandé leur avis sur mon entrée au Sénat, m'ont dit que je devais le faire. Mais quand je leur ai répondu, vous avez tous les deux refusé des propositions du Sénat. Ils ont ri et ont dit, nous sommes du NPD, nous ne pouvons pas dire oui au Sénat, mais toi, tu dois y aller. À maintes reprises au fil des ans, je me suis assise sur leur canapé ou dans le jardin pour me plaindre, et ils m'ont toujours soutenue. Et ils m'ont renvoyée ici. Si je n'étais pas retournée au Manitoba, je ne serais pas ici aujourd'hui. Certains d'entre vous savent peut-être qu'en 1981, lorsque la Charte était en cours de négociation, l'honorable Dr. Lloyd Axworthy, l'un des meilleurs et des plus innovants ministres des Affaires étrangères que le Canada ait connu, et moi-même, en tant que porte-parole du groupe ad hoc des femmes sur la Constitution, n'étions pas d'accord sur beaucoup de points à l'époque. Mais, en 2008, lorsqu'il était président de mon ancienne université, l'Université de Winnipeg, il m'a invité à déjeuner. Il m'a regardé par-dessus la table et il m'a dit « Il est temps de rentrer. On a besoin de toi ici. » Et en l'espace de quelques mois, j'avais démissionné de mon poste de commissaire en chef aux droits de la personne en Saskatchewan et étais retournée dans ma province natale, le Manitoba, après environ 40 ans d'absence, pour devenir la première doyenne du Global College pour mettre en place un nouveau programme de bac en droit de la personne. Quel cadeau on m'a fait! 2 de mes meilleurs anciens étudiants, Chelsea Caldwell et Mathieu Parent, sont ici aujourd'hui. 8 ans plus tard, j'ai eu l'honneur, avec beaucoup d'autres, notamment les libéraux du Manitoba, un peu surpris, de devenir sénatrice indépendante du Manitoba, dans le cadre du processus de sélection indépendant, axé sur la communauté, mis en place par le premier ministre Trudeau nouvellement élu. Joignez-vous à moi pour accueillir aujourd'hui dans notre galerie l'une des principales artisanes de ce nouveau processus de sélection lorsqu'elle était ministre de la Réforme démocratique, l'honorable Maryam Monsef. Lorsque le premier ministre Trudeau m'a appelé pour me demander si je serais d'accord d'être nommée et si j'étais d'accord pour être sénatrice indépendante, je lui ai posé la question « Mais pourquoi moi ?» Et je me souviens qu'il a rigolé et qu'il m'a dit « Apparemment, tu aimerais bien que les choses changent et le Sénat a besoin d'être réformé. » Alors, moi je lui ai demandé. Il m'a demandé « Est-ce que vous êtes prêt à devenir sénatrice ?» Et moi j'ai dit, dans ma demande, j'ai dit que ma priorité, c'était d'amener au Sénat la voix des leaders de la société civile, là, et inversement. Et en fait, en janvier 2017, quelques mois après ma nomination au Sénat, j'ai discuté avec d'anciens étudiants, d'anciens assistants de recherche de toutes les régions du Canada. Je leur ai demandé en fait de venir à Ottawa
pour assister aux séances de brefage qu'on reçoit tous à titre de sénateur. C'est là qu'on apprend quel est notre budget, quels sont les critères pour utiliser l'argent. Et ces jeunes personnes ont entendu exactement ce que moi j'ai attendu. Je leur ai ensuite demandé de rester pendant 1 jour et demi pour élaborer mon propre programme parlementaire. Et c'est une pratique qui perdure au jour d'aujourd'hui. La première priorité, et d'ailleurs Matthew Parent est ici aujourd'hui et faisait partie de ce groupe consultatif à l'époque. Et ensuite, Madame Leclerc, qui a travaillé avec moi plus tard, faisait également partie de ce groupe. Et à l'âge de 30 ans environ, elle va obtenir son doctorat. Donc, elle est assez occupée. Alors, ces étudiants m'ont dit, on recommande 3 choses. Et il y avait des francophones au sein du groupe. Et on m'a dit, les jeunes francophones de ce pays étaient les premiers à élaborer les règles relativement au droit de vote et à l'âge du vote. Et on m'a dit, il faut que les jeunes de 16 et de 17 ans puissent voter. Ça doit être une priorité. Ensuite, on m'a dit, il faut faire des fêtes, il faut faire la fête. Et moi, j'ai dit, au Sénat, il faut faire la fête. Et en fait, ils m'ont répondu, la vraie vérité, c'est que les gens qui ne sont pas au Sénat ne savent pas ce qui s'y passe. Alors, il faut que tu trouves des moyens pour démontrer ce que peut faire la société civile. Et vous avez peut-être remarqué qu'avec mon équipe formidable, nous avons organisé bon nombre d'événements pour les sénateurs portant sur toute une panoplie de thèmes. Et nous pensons ou nous invitons toujours des leaders de la société civile. Quand j'étais en chemin vers le Sénat aujourd'hui, je me suis rappelé du fait que bon nombre de sénateurs sont remarquables pour leur courtoisie et leur gentillesse. Et les sénateurs, en fait, ont de la chance de pouvoir travailler dans cet environnement axé sur la culture. Et vous savez, quand on arrive à la Chambre, on est souvent accueilli par les chauffeurs de navettes, par exemple. Je pense à Pierre, à Patrick, qui ont toujours été gentils. Nous sommes également guidés par les agents des services de protection. J'ai été victime d'une menace de mort récemment et je sais à quel point le travail de ces forces est robuste. Le restaurant parlementaire me manque, mais quand on va à la cafétéria, on est accueilli par des gens comme Stéphanie, Ella, Lucie, Catriana et Sandra qui nous sourient toujours. La semaine dernière, il y a une classe qui m'a rencontrée et une de mes adjointes, Donton, est restée avec moi aux toilettes alors que j'ai vu qu'il y avait toute une panoplie de gens qui étaient là pour faire le ménage. Lorsqu'il y a une femme qui faisait le ménage, a vu ce qui se passait, elle est repartie, est revenue et a donné des vêtements à notre jeune invitée pour qu'elle puisse repartir en dignité. Nous sommes soutenus par toute une panoplie de personnes. Et je suis ravie d'être ici avec mon ancien chef de cabinet pendant 5 ans, M. John Inca Anderson, merci sénateur Mohamed, et mon ancien stagiaire qui est devenu membre du personnel et avocat, Stéphanie Saint-Jacques. Avec mon équipe exceptionnelle, Donathan Brown, qui est passé de stagiaire à membre du personnel, Patrick Lafleur, qui est dévoué, et mon gestionnaire des communications, Jaden Paquet-Noiseux. Il est passé d'un jeune de 16 ans du Québec qui est devenu bénévole, ensuite stagiaire, et maintenant, il est employé à temps partiel et termine son premier diplôme à l'Université d'Ottawa. Je désire également remercier José Desmarais et son équipe. Ensemble, ils ont facilité le processus qui permet la chose suivante. Depuis 8 ans, chaque semestre, et les étudiants en droit, environ 70, obtiennent des crédits pour le travail qu'ils font dans mon bureau pour ce qui est de la surveillance des comités parlementaires. Je peux vous dire qu'ils travaillent fort.
Ils élaborent des ébauches pour la période des questions. Le sénateur Moreau l'a peut-être remarqué parce que la qualité des questions est exceptionnelle. Les notes de brefage, le monitoring des comités. Et James et Ellie sont ici avec Ola et Sacha, qui sont ici depuis peu. Ola a terminé ses études de droit et Sacha est en 11e année et s'intéresse à l'inclusion démocratique et à la résilience. Et je vous remercie tous du cadeau d'hier. Ensuite, les sénateurs arrivent au Sénat à proprement parler. Et ils sont toujours accueillis par des pages effervescents et efficaces. Et c'est toujours le cas, à l'exception d'aujourd'hui, accueillis par l'officier du bâton noir, Greg Peters, ainsi que l'extraordinaire John Shand, qui est un Manitoba, et évidemment Sheila Anwar, la première greffière du Sénat. Et évidemment, nous avons notre présidente, qui vient également du Manitoba, l'honorable... There is no other job in this country with the privilege, independence, security, amenities and... Gagné. Alors, nous avons à notre disposition toute une panoplie de ressources, et c'est pour nous un privilège. Ce sont des ressources humaines comme financières. Alors, des fois, je me demande, pourquoi est-ce que nous sommes aussi timides? J'aimerais remercier d'autres personnes avant de terminer. David Teller, qui était page en chef. Il est devenu ensuite avocat et a travaillé avec des parlementaires bien connus du côté de la Chambre et du côté du Sénat, notamment l'honorable Serge Royal. Il m'a donné des conseils à Simba, qui a examiné le code d'éthique du Sénat. Je salue l'honorable James O'Reilly, notre nouveau I did not breach the code. Senators made a... SEO, qui a élaboré un rapport après qu'il y ait une plainte qui soit formulée à mon encontre il y a 42 mois en raison de mes tentatives de sauver les femmes afghanes lors de la chute de Kaboul en août 2021 et lorsque les forces démocratiques encerclaient l'aéroport Karzai. Je dois donc remercier de tout cœur l'unique Donald Bain qui m'a représenté avec ténacité, brillance et générosité. Pro bono, pour la dernière année de ces 3 années et demie longues et secrètes, financées par mes amis, et en particulier mon ami de la fac de droit, Candice Hansen. I was a fangirl before I ever met you. J'étais fan bien d'avant de te rencontrer. Maintenant, je suis encore plus fan. Et merci à la doyenne de la psychiatrie féminine, l'estimée Gail Robinson, qui a constaté que je tentais de gérer beaucoup de stress. Elle m'a traitée et quand je lui ai dit « j'en peux plus », elle m'a dit « je te connais depuis longtemps et ce n'est pas qui tu es. Tu n'abandonnes pas. » Gail Robinson n'a pas pu être ici parmi nous aujourd'hui, mais son counseling, les antidépressants, m'ont aidé à traverser cette période difficile. À tous les sénateurs qui m'ont défendu, y compris les sénateurs Bean, Lankin, Ousakos et Patterson, et qui m'ont accompagné à l'enquête parlementaire sur mes efforts relativement aux femmes afghanes, et les sénateurs Odette Moody Lankin, tout ce que je peux vous dire, c'est que je garderai dans mon cœur à tout jamais votre appui. Maintenant, à Shaina Kareni, qui est ici aujourd'hui, qui a fui l'Afghanistan juste avant que l'aéroport de Kaboul soit bombardé et qui fait maintenant sa maîtrise à Carleton. Bonjour. And to my sister, Senator Mary. À ma sœur, Chimigwich. On rigole parce que des fois, les gens ne sont pas capables de faire la différence entre nous. Mary Jane, Mary Lou, McFredrin, McCullum. Et parce que aussi, on s'est tenus debout ensemble. Et c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup. Dans son guide « Être un allié »,
C'est un vrai mot. Et Rosie May, qui est ici, dit « La réconciliation et l'égalité et la sécurité pour les peuples autochtones auront des impacts positifs pour tout le monde. Lorsque une personne est à risque, nous sommes tous à risque. » Lorsque je suis revenue au Manitoba, j'ai demandé à mon amie, l'honorable Anita Neville, et je ne savais pas que la sénatrice Osler la connaissait, je lui ai demandé qui étaient les leaders à Winnipeg qu'il fallait absolument que je rencontre. Et elle m'a présenté Diane Redsky, Sandra Delaronde, Hilda Anderson, Céleste Mackay, de l'Association des matriarches, qui m'ont tant appris. Et j'aimerais partager avec vous une anecdote qui démontre le pouvoir de ces personnes. Comme vous le savez, nous avions une délégation importante de l'Union européenne, tous les ambassadeurs qui sont venus au Manitoba il y a peu de temps. Et juste avant, Marguerite Vonneau, ambassadrice des Pays-Bas, qui est mon amie, est venue un jour avant. Alors je lui ai dit, mais peut-être qu'on pourrait déjeuner ensemble avec les matriarches du Manitoba. Donc son bureau s'en est mêlé et j'ai obtenu une lettre me demander où devait se diriger l'ambassadrice et que oui, elle serait prête à déjeuner. Et moi, j'ai dit non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Avec les matriarches du Manitoba, on ira où on nous dit d'aller et ce sont elles qui vont s'en charger à leur façon et nous, il faudra qu'on se comporte bien. Ça s'est super bien passé. Nous avons mangé un repas entièrement autochtone au bistrot où on a été et je peux affirmer que c'était vraiment un point saillant de la visite de l'ambassadrice. Avant que ma vie n'était aussi enrichie par les matriarches du Manitoba, j'avais été inspirée par un allié, cofondatrice de l'Alliance féministe pour l'action internationale, Sheila Day. Elle a travaillé avec des femmes autochtones brillantes comme l'avocate Sharon Donna McIver, qui a décrit la stratégie à long terme qui a été élaborée avec les avocats alliés comme Mary Eberts. Quand on se sert des poursuites en matière d'égalité pour faire avancer les droits de la personne, à première vue, on peut penser que ces affaires portent sur les droits civils et politiques, mais dans les faits, il s'agit de questions sociales et économiques et d'égalité sociale et économique. Et ces questions sont inséparables de la vie des autochtones, des femmes autochtones, parce qu'il faut reconnaître l'indivisibilité des droits politiques et civils et des droits sociaux et économiques. Avant de passer à mes observations, j'aimerais vous parler d'un ouvrage qui m'a été donné la semaine dernière dans le lobby du Château Laurier. C'est un ouvrage qui s'intitule « Le Sénat du Canada », rédigé par Helen Forsey, qui est la fille du sénateur Eugene Forsey, sénateur légendaire. Voici ce qu'il avait à dire au sujet de la réforme. Bon nombre d'entre nous estime que la réforme est importante. Tout sénateur, il l'a dit en 78, tout sénateur devrait... Alors, la réforme qui nous intéresse, c'est que lors de la nomination, tout sénateur devrait arrêter d'avoir des relations avec tous les partis politiques à des fins sénatoriales. Une fois qu'on est au Sénat, on devrait se considérer comme étant indépendant. Il ne devrait pas y avoir de lien avec les partis. Et pour chacun des textes de loi, on devrait voter selon notre confiance, pas en fonction de ce que nous dit le whip. Eugene Forsey dit donc que c'est comme ça qu'il s'est comporté. Aucun whip ne s'est approché de moi, parce que s'il avait tenté, je lui aurais dit ces 4 vérités. J'aimerais également faire référence à Ian Shugart, notre ancien collègue que j'ai rencontré il y a plusieurs années au fil du temps. Il
occupé tellement de postes de haut niveau. Et lorsqu'il a pris la parole devant nous, il a dit « Honorable sénateur, que ce soit ce qu'on dit au sujet des autres sénateurs ou que ce soit notre façon d'écouter, de dialoguer avec ceux qui ne pensent pas comme nous, ou qu'il s'agisse de la santé de nos institutions, il faut qu'on réapprenne la vertu de la restriction. In many different ways. Et vous savez, ces propos ont été interprétés de différentes façons. Le sénateur Shugart a ensuite dit que le Canada était un grand pays diversifié, géographiquement, socialement, économiquement et philosophiquement. Pour chacun d'entre nous, pour les institutions, pour les partis, il faut faire preuve de déférence, car c'est un principe qui est important et qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas un seul point de vue. Alors, j'aimerais vous faire part d'une observation, si vous le permettez. Pour moi, il existe une distance importante entre la différence qui a été définie par certains sénateurs, et même quand on voit certaines choses qui nous inquiètent dans les textes de loi. Alors pour moi, je pense qu'il existe bon nombre d'étapes avant qu'une décision de ne rien faire ou de ne pas agir ne soit prise. Alors, je voudrais reconnaître que des fois, c'est la bonne façon de se comporter. Mais il y a un autre type de retenue, à savoir de ne pas ignorer, de ne pas être silencieux. Il s'agit d'une retenue, mais sans qu'on assume notre poste de sénateur de façon timide. L'histoire de notre institution se fonde sur ce qu'a dit John Stuart Mill en 1864 à la Conférence de Québec. Plusieurs des pères fondateurs de la Confédération l'ont cité directement de son traité sur la liberté. Et il est bon de se souvenir que lui était le parlementaire britannique qui a proposé le droit de vote pour les femmes. Bon, c'était 1864, mais c'était son initiative à lui. Et de savoir que les pères de la Confédération étaient influencés à ce point par quelqu'un qui était vraiment en avance de son temps et qui comprenait quels sont les bienfaits de l'égalité en matière démocratique, parce que ça permet de renforcer l'actif le plus important dont jouit une démocratie, à savoir sa population, les êtres humains. Alors, brièvement, j'aimerais vous parler de CIBA. Lorsque j'ai félicité le sénateur Lofreda, qui est devenu le président de ce comité, il m'a dit « J'espère que je vais pouvoir changer les choses pour le mieux. » J'ai répondu « Sénateur, vous n'allez probablement pas changer le comité. C'est le comité qui va vous changer, sénateur. » Et ce n'est pas un commentaire sur qui que ce soit, c'est un commentaire sur l'architecture de l'autogouvernance au Sénat du Canada. Je tiens à souligner que nous travaillons au sein d'un système complètement fermé, un système décisionnel complètement fermé. Et à bien des égards secret, il n'y a pas de possibilité d'interjeter appel. Si le comité de la régie interne, CIBA, décide de quelque chose à huis clos ou en public parfois, ben, c'est ainsi. Et le comité de la régie interne n'est borné par d'aucune façon. Je vais vous donner 2 exemples pour illustrer mon propos cet après-midi. Parce qu'il s'agit d'affaires qui n'ont pas encore été complètement traitées. Peut-être beaucoup d'entre vous ne le savaient pas. Bon, grâce à la générosité de Donald Bain, les coûts liés à la plainte là, qui a été soumise par 2 sénateurs qui plaidaient que j'avais
que j'avais tenté d'aider les femmes afghanes et que j'avais outrepassé mon mandat, bon, ça m'a coûté à peu près 100 000 $. Et M. Bain a choisi de ne pas facturer une grande partie de ses frais juridiques parce qu'il a dit que c'était trop injuste et qu'il n'allait pas pour autant s'écarter du mandat qui lui avait été confié. Et il y a probablement d'autres causes, mais il y en a beaucoup trop, quoi qu'il en soit. Et je vais parler de la cause qui pèse sur mon collègue à ma gauche avec son assentiment. Et je pense aussi à une autre cause, celle du sénateur à la retraite Mike Duffy. Et je tiens à vous rappeler, tout sans rentrer dans les détails, parce que je ne connais pas l'ensemble de ces détails, mais je sais quels ont été les résultats de ces enquêtes. Et selon moi, il demeure des injustices qui résultent du traitement réservé à ces sénateurs et des punitions pécuniaires et des coûts et des dépenses. Dans le cas du sénateur Brazo, il les estime à environ $1,5 million. Et dans le cas du sénateur Duffy, c'est plus qu'1 million de $, bien plus qu'1 million de $, ces dépenses. Et pendant des années, ces sénateurs n'ont touché un seul cent de leur salaire. Et ils n'ont aucune possibilité d'interjeter appel. Et il n'y a pas de normes en matière de prise de décision quand ce genre de sanction est imposée. Et je suis grandement préoccupé par l'architecture de l'autogouvernance de cette enceinte. Je crains que ça résulte en une prise de décision fondée sur les émotions. On est des êtres humains et c'est ça qui se passe lorsqu'on n'a pas de garde-fou, lorsqu'on n'a pas de normes, lorsqu'on n'a pas de reddition de comptes, lorsqu'on n'a pas de transparence. Et donc, il ne faut pas que les choses se fassent de façon si secrète, de façon si subreptice. Et je vous invite à réfléchir à cela parce que chaque sénateur, chaque sénatrice peut être affectée. Voyez à quel point l'autogouvernance peut détruire la vie d'un sénateur ou d'une sénatrice. Il faut donc comprendre, à la lumière de cela, que nous ne sommes aucunement protégés par la charte dans cette bulle d'autogouvernance qui est la nôtre au Sénat. Et si vous qui êtes sanctionné, vous n'avez aucune possibilité d'interjeter appel, il n'y a aucun droit d'appel. Impossible. S'agissant du commentaire du sénateur Shugart, qui nous exhortait, comme je vous le disais un petit peu plus tôt, une exhortation de plus en plus populaire ici en cette enceinte, eh bien, je vous rappelle que bien souvent, et bon, on parle souvent de l'égalité des sénateurs, selon moi, c'est de la foutaise, parce que certains mangent du caviar et d'autres doivent se suffire de la galette. Je pense au sénateur Brazo. Mais pourquoi plutôt ne pas avoir comme norme l'équité? Pourquoi ne pas avoir un système transparent qui permette de rendre des comptes? Parce que aucune cour ne puisse se prononcer sur ce qui se passe ici, ce qui veut dire que de facto, on n'a pas de droit protégé par la charte en vertu de l'autogouvernance sénatoriale. Mais pourquoi ne pas décider d'appliquer des normes en matière d'équité? Lorsque j'ai eu maille à partir avec le comité des régies internes au début de ma carrière, j'ai parlé des règles de la justice naturelle. Et bien bon nombre de sénateurs ont commencé à rire. Et un m'a répondu, « Ah, on n'a pas de tel principe ici, ça ne s'applique pas ici. » Et honnêtement, je m'en étais pas rendu compte avant ce moment-là. Moi, j'avais plaidé ma cause en me fondant sur les règles de justice naturelle et on s'est moqué finalement de ma position et finalement, j'ai perdu. Alors, je vous invite, je vous prie même de réfléchir à cette possibilité. Cette institution ne sera pas préjudiciée si les décisions sont prises à la lumière de la justice naturelle et des règles de droit, s'il y a une véritable égalité entre les sénateurs et sénatrices. Ainsi, nous pourrons faire de notre mieux, participer à notre mieux, et nous ne serons pas punis lorsque, en définitive, les allégations sont infondées, comme c'était le cas avec le sénateur Duffy, suivant son procès. Lisez les 308 pages du juge de ce procès qui a exonéré complètement le sénateur Duffy, qui demeure puni en ce jour, étant donné l'autogouvernance du Sénat.
Et pour ceux qui voudront en parler davantage avec le principal intéressé de l'expérience du sénateur Brazeau, ben, il me semble que c'est pas juste de passer à un écart de 140 $ suivant toutes les enquêtes à des dépens, des coûts judiciaires se chiffrant à plus d'1 demi-million de dollars, sans compter les coûts personnels, les coûts à la famille, les coûts à la vie personnelle, qui minent notre travail de sénateur et notre vie d'être humain. Alors, je vous remercie de m'octroyer le temps que j'ai pris. Bon, je sais que je n'avais pas eu le choix de m'octroyer ce temps que j'ai pris cet après-midi, mais je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous réfléchirez à mon allocution et en tant que féministe aguerri, je vous souhaite adieu. Je vous remercie.